Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Olivier Lanlot, je suis directeur général de l'IFEC, qui est un institut de formation au métier de chiropracteur. Je suis très heureux de vous présenter notre institut aujourd'hui au salon consacré au métier d'ostéopathe et de chiropracteur. Et je serai aussi heureux, à la fin de la présentation, de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur notre métier, sur la formation qui conduit au diplôme de chiropracteur et sur l'ensemble des... Ah, on entend bien, tout est parfait, donc c'est bien. Voilà. Donc je vais commencer la présentation. Il y aura, comme je le disais tout à l'heure, un temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation et je serai heureux de répondre à vos questions et vous pourrez éventuellement, bien sûr, contacter les personnes qui représentent l'Institut et qui participent à ce salon si vous avez des questions plus précises à leur poser. Donc, on va aborder aujourd'hui, lors de cette présentation, ce qu'est le métier de chiropracteur, parce que c'est un métier qui est relativement jeune en France et qui peut être méconnu, mais qui est extrêmement intéressant et qui concerne beaucoup de patients. On va aussi aborder la question de la formation et puis également la façon d'intégrer l'IFEC, puisqu'il y a un processus d'intégration que j'aurai l'occasion de vous présenter en fin de présentation. Alors, qu'est-ce que la chiropraxie? Le chiropracteur, très clairement, prévient, diagnostique et traite les pathologies mécaniques de l'appareil locomoteur. Alors, c'est un terme assez barbare pour dire que l'on prend en charge des douleurs des membres supérieurs ou inférieurs, mais également et principalement du rachis, donc de la colonne vertébrale. La prise en charge que l'on effectue est centrée sur le patient, sur ses besoins. On prend en compte les facteurs psychosociaux qui sont déterminants dans l'apparition de ces pathologies. Donc, on prend en compte aussi son histoire personnelle, médicale, ses antécédents familiaux et ses habitudes de vie, sportives ou au niveau du travail. La chiropraxie consiste en la prise en charge des douleurs lombaires, ce qui correspond à un grand pourcentage de motifs de consultation. Il y a un nombre conséquent de gens qui nous consultent pour des lombalgies, des dorsalgies, des cervicalgies, qu'elles soient aiguës ou chroniques. On est aussi consulté pour l'amélioration de la fonction articulaire, hein. Vous avez des gens qui ont des limitations, peu ou pas douloureuses, mais qui ont besoin d'être pris en charge. La prise en charge des chiropracteurs peut améliorer aussi des tensions musculaires et ça représente, c'est, ça a été étudié, hein, ça représente une alternative thérapeutique intéressante à la prise en charge de médicaments et on sait qu'on a des patients qui ne peuvent pas prendre de médicaments, qui ne souhaitent pas en prendre. Et pour certaines pathologies, ça peut aussi éviter de la chirurgie. Et il n'est pas rare que les chiropracteurs prennent en charge des patients qui souffrent, par exemple, d'hernie discale. Je pense que vous connaissez tous pardon, ce qu'est une hernie discale. Et nous sommes nombreux en qualité de chiropracteur à prendre en charge des patients qui présentent des hernies discales et à éviter l'intervention chirurgicale pour ces patients. Ce n'est pas toujours qu'on ait de succès, mais on a un taux de succès significatif. Les objectifs, bien évidemment, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients, hein, parce que souvent, les douleurs chroniques nuisent à la qualité de vie, et puis de baisser l'incapacité, parce que ces douleurs chroniques, la lombalgie chronique, par exemple, sont source d'incapacité. C'est même la première source d'incapacité dans le monde. C'est un vrai challenge pour l'ensemble des systèmes de santé, et la France n'y fait pas exception. Et puis, il y a un versant bien-être aussi, donc en ayant moins de douleurs, on améliore bien sûr le bien-être au quotidien de nos patients. Alors, on intervient de différentes manières. Classiquement, les chiropracteurs sont souvent rattachés à actes manipulatifs, à manipulation articulaire et aussi principalement vertébrale. On ne fait pas que ça. On a des actes qui sont donc à visée thérapeutique ou préventif. Les outils thérapeutiques qu'on utilise sont soit purement manuels, mobilisation, manipulation, ou aidés d'instruments. Donc, on a des tables mécanisées, par exemple, qui sont très utiles pour prendre en charge les patients. Mais on a aussi des conseils en termes d'exercice de réhabilitation, de conseils posturaux ou d'habitudes de vie, et puis l'utilisation d'agents physiques comme le chaud, le froid, enfin d'autres thérapies adjuvantes qui peuvent aussi être intéressantes pour baisser la douleur. On est une profession du domaine de la santé qui aujourd'hui intervient en première intention. On prend en charge
les patients directement. Ils n'ont pas besoin de consulter un médecin avant de voir un chiropracteur. On réalise un diagnostic d'opportunité, heu, puis un diagnostic dans le domaine de la chiropraxie et on met en œuvre un plan de traitement que l'on aura décidé en relation avec le patient ou co-élaboré pardon, en relation avec le patient et puis, quand c'est nécessaire, on peut ah vous êtes j'ai une nouvelle patiente chiro. Très bien, bienvenue. On pourra bien sûr, demander quand c'est nécessaire des examens, complémentaires, soit parce que, eh bien, il y a besoin d'un diagnostic médical, soit parce que, la situation, du patient ne s'améliore pas. En tout cas, on a, l'obligation de le faire et c'est plutôt une bonne chose pour la sécurité des soins et la qualité des soins prodigués. Donc on est en mesure de demander des examens complémentaires ou un avis médical si c'est vraiment pertinent. Les modalités d'installation, alors on peut s'installer en France ou à l'étranger. En France, c'est principalement en cabinet libéral, soit par le rachat d'une patientèle, soit par la création de son propre cabinet. On a aussi, la possibilité de travailler seul ou en collaboration avec des, heu, des confrères. Par exemple, dans le cabinet dans lequel j'exerce très peu maintenant, nous sommes quasiment 5 chiropracteurs, donc on a un cabinet, qui est, heu, qui est assez important. Et puis on peut aussi, orienter sa pratique soit vers les sportifs par exemple ou pourquoi pas vers, les patients qui sont pré ou post-chirurgicaux. C'était plutôt mon cas d'ailleurs, puisque je travaillais avec des neurochirurgiens. Donc les revenus des chiropracteurs, c'est une question qui revient assez souvent et qui est très légitime. Donc vous voyez, là ce sont des éléments qui sont non pas issus de mon estimation personnelle ou de celle de l'école, mais qui sont issus des associations de gestion agréées, hein, donc ce sont des statistiques nationales et vous voyez que les revenus des chiropracteurs peuvent être assez confortables. Voilà, il y a 3-4, il y a 4 professions qui sont 5 professions qui sont listées là aujourd'hui et vous voyez qu'on on a des revenus qui s'étalent de 71 000 à 120 000 € revenus professionnels, ce qui n'est pas neutre, si on les compare aux autres professions, dans le même secteur d'activité. Heu, on va, maintenant parler de la formation et donc je reviendrai, hein, si vous avez des questions sur, la présentation sommaire que j'ai faite de notre profession, je serai tout à fait en mesure d'y revenir. Mais on est là sur un salon, qui est relatif à la formation et je pense que c'est, quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc, quelle formation pour devenir chiropracteur? Heu, alors, il faut savoir que l'IFEC aujourd'hui, c'est la seule école française qui est en capacité de former des chiropracteurs, il n'y en a pas d'autres. Elle a été créée en 1983 par des chiropracteurs. C'est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Ça ne veut pas dire que, on n'a pas un certain niveau d'exigence et que les études n'ont pas un coût. Ça veut dire simplement que les bénéfices de l'association sont nécessairement réinvestis dans la qualité de la formation ou dans les services offerts aux étudiants. La formation, l'IFEC est agréée par le ministère de la Santé, hein, depuis 2013 maintenant. On est accrédité par le CCE, qui est un organisme qui accrédite les formations chiro en Europe, ce qui permet, à nos diplômés, par exemple, de pouvoir, bah, tran transférer leur diplôme, enfin, de pouvoir partir avec leur diplôme, exercer en dehors de l'Europe, puisqu'il y a une reconnaissance mutuelle avec d'autres parties du monde grâce à cette accréditation et notamment, pourquoi pas, en Australie, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande, ou au Canada. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette accréditation. Bien sûr, c'est une accréditation qui, atteste de la qualité de la formation délivrée par l'IFEC. Le diplôme de chiropracteur que nous délivrons est un diplôme qui est de niveau master, donc inscrit au RNCP au niveau 7 et l'IFEC est aussi titulaire d'une certification Calliope, notamment pour les actions de formation continue qu'elle peut prodiguer à l'intention des chiropracteurs en exercice. On a 3 missions, l'association a 3 missions, elles sont statutaires, donc elles sont dans les statuts. La première, c'est de former des chiropracteurs dans le respect de la réglementation applicable en France et des normes
et des standards éducatifs de l'ECCE. Donc on a une approche qui est plutôt scientifique et biomécanique de l'enseignement. La deuxième mission, et ça vient en complément de la première, c'est de développer une offre de formation continue pour les chiropracteurs en exercice. Et le cadre dans lequel s'inscrivent ces deux missions, c'est une mission qui est relative à la recherche. Ça s'inscrit dans un cadre scientifique. Et donc, on a aussi pour mission d'effectuer de la recherche dans le domaine de la chiropraxie et de développer des partenariats avec l'université, aussi bien en France qu'à l'étranger. On a de nombreux partenariats et des projets de recherche, y compris aujourd'hui à la PHP et dans le système hospitalo-universitaire. On a deux campus, un à Toulouse et un à Ivry, avec un peu plus de 900 étudiants aujourd'hui. Et puis, donc ces deux campus sont de taille à peu près équivalente, avec des projets de développement, mais on a 4500 mètres carrés à Ivry, un peu plus de 3700 mètres carrés à Toulouse. Pour autant, les locaux sont un peu plus fonctionnels à Toulouse parce qu'ils ont été construits en ayant pour objet la formation chiro, donc il y a moins de places de perdu. Vous voyez, on a 2 amphithéâtres à Paris, 3 à Toulouse, on a plusieurs salles de cours et de salles pratiques sur chacun des campus, et un centre clinique, ainsi que des laboratoires de TP sur les deux campus, avec aujourd'hui un projet qui est en cours de développement, qui est la création d'une résidence étudiante à Ivry. C'est un des points qui était demandé par les étudiants, en tout cas qui était identifié comme bloquant pour venir sur la région parisienne, c'était la difficulté de se loger. Et donc on crée une résidence étudiante de 90 chambres, dont les prix seront plus attractifs que ceux du marché privé. Voilà. Pour faciliter le logement de nos étudiants sur site. Donc la formation en chiffres, elle est de 5000 heures. Elle est d'abord prévue par les textes réglementaires, hein, donc on ne sait pas nous qui décidons, elle est de 5000 heures. Il y a un nombre d'unités d'enseignement qui est de 85, qui se répartissent dans 9 domaines d'enseignement. Aujourd'hui, on a 80 enseignants à l'IFEC, et on a aussi des chiropracteurs qui interviennent en qualité d'encadrant pédagogique, et ce sont eux qui encadrent, là on en a une cinquantaine, ce sont eux qui encadrent les étudiants qui vont devoir faire un minimum de 300 consultations dans nos centres cliniques. On a un centre clinique par site. Donc j'insiste, ça c'est un point fort de la formation. On est sur un volume de consultations et donc d'exposition à des situations cliniques diverses et variées qui est assez important, puisque 300 consultations, c'est pas rien. Et ce sont des consultations qu'effectue l'étudiant et qui sont supervisées par un professionnel. Donc c'est vraiment des consultations faites individuellement. Donc la formation s'architecte autour de 9 compétences, des compétences qui sont des compétences clés du métier ou de la gestion de cabinet, donc de l'activité libérale. La première compétence, c'est évaluer une situation clinique et poser un diagnostic d'opportunité et un diagnostic positif dans le domaine de la chiropraxie. C'est vraiment une compétence clé puisque c'est la première chose que vous aurez à faire si vous souhaitez devenir chiropracteur avant même de prendre en charge un patient. Il faut évaluer sa situation clinique et déjà être en capacité de répondre à la question la plus importante, est-ce que ce patient, je peux ou pas le prendre en charge? Donc c'est une responsabilité extrêmement importante, ce qui explique la durée des études, ce qui explique aussi la quantité de patients que vous avez à voir et la forte propension du curriculum à être orienté vers les sciences cliniques. Le deuxième point, c'est concevoir et mettre en œuvre un projet de prise en charge chiropratique, bien évidemment. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut concevoir le projet de prise en charge et ensuite, il faut mettre en œuvre les activités de soins. Donc, c'est la troisième compétence. Et puis, on doit être en capacité aussi, puisque ça nous arrive, de faire des actions de prévention, par exemple en entreprise.
ou des actions pédagogiques à destination de publics qui le souhaitent, eh bien, concevoir une démarche d'éducation et de conseil. C'est auprès de populations qui peuvent être des populations définies ou la population générale. Euh, Bien évidemment, la première chose que vous devez bien comprendre, c'est que ce métier, qui est un métier de soins, c'est un métier de relation avec le patient qui nécessite d'être en capacité de communiquer, de conduire une relation thérapeutique ou une relation avec un patient. Donc la compétence relationnelle est extrêmement importante. Euh, voilà, c'est les 5 compétences vraiment clés du métier, elles sont là. Et puis après, vous avez des compétences qui sont aussi très importantes, qui sont organiser ces activités, être en capacité de coopérer avec d'autres professionnels. Je vous le disais tout à l'heure, je coopérais avec des neurochirurgiens notamment, ou des orthopédistes, et c'est extrêmement important, notamment pour la qualité des soins qu'on va prodiguer aux patients et même pour le succès de votre activité. Je pense que c'est un point majeur. Donc évaluer ces pratiques, c'est aussi très bien. Être en capacité donc à évaluer ces pratiques et avoir un regard critique sur ce que l'on fait. L'évaluation des pratiques, c'est un point important aussi des compétences professionnelles. Et puis, donc rechercher de la documentation ou des informations, notamment, et savoir hiérarchiser ces informations, notamment des informations scientifiques, c'est aussi très important pour actualiser ses connaissances et actualiser les prises en charge qu'on propose aux patients. Et bien évidemment, il faut être conscient du fait que avoir son cabinet, c'est en soi être en capacité de gérer une structure d'exercice. Ça aussi, c'est une compétence qui n'est pas neutre. Il faut savoir communiquer, il faut savoir, il faut être en capacité. Il ne faut pas être perdu quand on a affaire à l'administration, même si on peut être aidé par son expert comptable. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Et savoir gérer son cabinet et sa structure d'exercice, c'est aussi primordial. Voilà. Alors, les 9 domaines de formation, je vais vous les présenter, donc ils sont répartis à travers leur importance dans le curriculum. Vous avez la méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve. Vous avez l'intégration des savoirs et savoir-faire en chiropraxie. Donc ça, c'est un point important puisque c'est faire la synthèse, c'est plutôt en fin de cursus, c'est faire la synthèse de l'ensemble des éléments qui ont pu être portés à la connaissance de l'étudiant pendant son cursus pour qu'il puisse exercer son métier. Les séances cliniques, qui est un élément extrêmement important, avec la sémiologie générale aussi, qui fait 430 heures. Les sciences fondamentales et biologiques, donc un socle qui, lui, s'acquiert au début de la formation, pour pouvoir après, notamment, faire de la physiologie et passer de la physiologie à la pathologie. La sémiologie neuromusculo-squelettique, les sciences humaines, qui ne sont pas délaissées parce que aujourd'hui, même si le curriculum est extrêmement orienté vers la science, il ne faut pas délaisser pour autant les sciences humaines qui sont extrêmement importantes dans la compréhension du patient au niveau social et psychologique. Donc il y a de la psychologie, il y a de l'épistémologie, il y a de la sociologie. Et c'est vraiment aussi primordial, puisqu'on ne prend pas en charge un dos, on prend en charge une personne qui souffre du dos. Et on ne peut pas avoir une approche biopsychosociale si on laisse de côté le psychologique et le social. Donc il y a l'anatomie descriptive et fonctionnelle qui est aussi très important, et puis bien évidemment les traitements et interventions en chiropraxie, puisque c'est quand même aussi une part importante du métier, la prise en charge du patient. Donc vous avez ici la répartition entre les différents types d'apprentissage, donc les cours magistraux, les travaux dirigés et les stages. Comme vous le remarquez assez facilement, on a des cours magistraux qui sont plutôt concentrés sur les 2 premières années, avec une baisse progressive de ces derniers à partir de la 3e année. Et puis un nombre assez conséquent tous les ans de travaux dirigés, de travaux pratiques, puisque ça reste une formation pratique et professionnelle avant tout. Et bien évidemment, des stages qui sont
très développés, puisqu'il faut quand même faire 300 consultations et faire des stages hospitaliers, qui sont très développés en quatrième et en cinquième année, et qui sont en fait des stages de mise en application de l'ensemble des acquis de la formation. Donc la formation, on propose un accompagnement de nos étudiants tout au long de leur scolarité, donc avec des promotions qui sont à taille humaine, même si elles peuvent paraître importantes, hein, et on a des groupes de TD, donc on a une centaine d'étudiants par cité par an, mais ça reste tout à fait gérable, on est loin de ce qui peut se passer dans un amphithéâtre de faculté ou à l'université. Une bonne notion d'entraide entre les étudiants. Il n'y a pas de concours, donc automatiquement, il n'y a pas besoin d'écraser son petit camarade pour passer devant lui. Et ça conduit souvent les étudiants à être très solidaires et à s'aider les uns les autres. On a des équipes pédagogiques et administratives qui sont à l'écoute des étudiants. Alors, c'est jamais assez, bien évidemment, mais on est vraiment à l'écoute des étudiants, même si des fois, les étudiants veulent toujours qu'on soit plus à l'écoute. Mais ce qui est normal, bien évidemment. Il y a des rendez-vous pédagogiques réguliers et des points réguliers avec chaque promotion et individuellement avec les étudiants qui en ont besoin. Et puis, on a aussi, c'était déjà là avant la crise Covid, mais ça a été renforcé par la crise Covid. On a un point accueil-écoute qui est un point qui est tenu par des psychologues. Et ces psychologues sont à la disposition gratuitement des étudiants qui en éprouvent le besoin. On a 2 psychologues pour un peu moins de 1000 étudiants, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Donc et puis on a mis en place, parce qu'on estime que notre responsabilité ne s'arrête pas à la simple délivrance du diplôme, on met en place à compter de septembre 2023, pour une durée de 36 mois après l'obtention du diplôme, un programme d'accompagnement. Et l'objectif, c'est d'accompagner nos jeunes diplômés dans le développement de leur pratique professionnelle, de leur patientèle, qu'elle ce soit sur des questions juridiques ou des questions techniques, ou des difficultés qui pourraient se poser avec un patient, par exemple. Donc, de façon à ne pas les laisser seuls sur les premiers mois et premières années d'installation, parce que ça peut être un peu stressant, ou on n'est pas forcément, on a besoin de gagner en assurance, donc on est là pour assurer un backup qui me paraît plutôt intéressant pour les étudiants. Bien sûr, c'est un backup qui est totalement gratuit pour nos anciens étudiants. Donc on a un taux de réussite de 80% sur l'ensemble de la formation, ce qui est plutôt un bon taux de réussite. On pense qu'on a encore des progrès à faire, très clairement. Mais c'est un taux de réussite qui est tout à fait acceptable. Dernier point, donc je pourrais revenir sur ces différents éléments si vous avez des questions. Donc dernier point, comment intégrer l'IFEC? Donc c'est assez simple. Pour candidater, il faut être titulaire du baccalauréat. Alors on m'a posé la question sur les spécialités. Toutes les spécialités peuvent être acceptées. Il faut bien être clair sur le fait que les spécialités qui ont le plus de chances de réussite et compte tenu du curriculum, ce sont les spécialités dites scientifiques, donc les anciens bac S, spécialités maths, physique, biologie. Ce sont les spécialités qui, bien évidemment, ont plus de chances de succès. Et puis, autrement, vous pouvez avoir un bac général et candidater. C'est pas pour autant que vous ne réussirez pas. J'ai plein de consoeurs et de confrères qui ont eu un bac littéraire ou économique et social et qui ont très bien réussi leurs études. Vous devez constituer donc un dossier de candidature accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV envoyé à l'adresse suivante, dossier.candidature@ifec.net, et c'est hors Parcoursup. Alors c'est un choix de notre part, puisqu'il y a un processus de sélection qui s'étale sur plusieurs mois et qui n'était pas compatible avec le calendrier de Parcoursup, tout simplement. Voilà, donc pour intégrer l'IFEC, vous devez faire votre dossier de candidature. Ensuite, il y a une journée d'admissibilité, donc la sélection dont je vous parlais, qui est constituée d'un test et d'un entretien, plus de l'examen. On va examiner votre dossier scolaire. Et puis après, il y a une décision qui est prise. Donc vous êtes admis,
ou pas, ou mis sur liste d'attente. Et puis, si vous êtes admis, on vous demande de vous inscrire et donc après vous avez l'inscription et ensuite vous êtes, étudiant à l'IFEC pour la rentrée. Voilà. Donc, vous pouvez intégrer, l'IFEC si vous êtes bachelier, donc en première année. Si vous êtes étudiant PASS, vous pouvez éventuellement, entrer en première année ou en deuxième année si vous avez, validé votre première année de PASS. Et pour cela, vous devez suivre un stage en juillet qui vous permet d'acquérir les unités d'enseignement que vous n'avez pas acquis en PASS, mais ça vous permet de gagner 1 an, donc c'est pas forcément, neutre. Et puis, on peut avoir aussi des étudiants ou des professionnels en orientation. On en a quelques-uns, compris par exemple on a eu un avocate il y a longtemps. Les licences peuvent être possibles, mais elles doivent être faites sur demande. On peut avoir des kinésithérapeutes aussi, c'est pareil. Voilà, donc les frais de scolarité, c'est important. On me posait la question de savoir si c'était public tout à l'heure. Alors, l'IFEC est à but non lucratif, mais n'est pas public, donc les financements ne sont pas publics. Les financements aujourd'hui sont ceux des scolarités des étudiants. Donc aujourd'hui, on a un coût de scolarité qui varie de 10 200 à 10 500 euros en fonction des années. Donc pour la rentrée 2023-2024, on est sur un coût de scolarité global de 10 200 euros. Vous aurez un acompte de 800 euros à verser au moment de l'inscription si vous souhaitez vous inscrire. Et puis ensuite, il y aura une cotisation, puisque c'est une association, de 60 euros et des frais de scolarité d'un montant de 9 300 euros. Mais on vous donnera toutes ces informations si vous le souhaitez un peu plus tard, ou je pourrai vous y revenir si vous le souhaitez. Voilà, on a, si ça vous intéresse, et on serait heureux de vous accueillir sur nos campus pour que vous puissiez voir ce qu'est l'IFEC. C'est une école dont on est fier. Donc, on a des journées portes ouvertes. La prochaine, c'est bientôt, hein, puisque c'est le 4 février, donc ça va peut-être être un peu court pour certains d'entre vous, à Toulouse. On a une journée porte ouverte également le 25 mars à Toulouse. On a une JPO le 11 février à Paris. Donc, c'est donc, la semaine prochaine. Et puis le 25 mars à Paris également. Et on a une JPO virtuelle qui sera, elle, le 22 avril. Et donc, où que vous soyez, en France ou à l'étranger ou en Outre-mer, vous serez en capacité, si vous le souhaitez, sans vous déplacer, d'assister à une JPO virtuelle. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur les sites web et les réseaux sociaux. Donc, notre site web, c'est ifec.net, www.ifec.net. Et puis, vous avez tous les réseaux sociaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, j'avais une Chantal qui me posait une question sur le prix de la formation. Je pense qu'on a répondu. Alors, j'ai une autre question de Paula sur peut-on candidater sur les deux campus pour avoir plus de chances? En fait, vous candidatez et vous avez le choix du campus. Donc, le fait de candidater donc, sur les deux campus, dans le processus qu'est le nôtre, ça n'a pas de sens puisque vous candidatez et vous allez éventuellement donner le campus de préférence. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que plus vous candidatez tard, moins vous risquez d'avoir le choix du campus. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les études de chiropraxie sont-elles difficiles? C'est Chloé qui pose cette question. Ce sont des études exigeantes, faut être très clair, avec un volume de cours qui est assez important. 5000 heures un peu moins de 5000 heures sur 5 ans, c'est pas rien. Mais ça n'a rien d'insurmontable. Donc, ce ne sont pas des études qui sont insurmontables. Ça demande un travail régulier et du sérieux. Mais voilà, des études qui sont pas simples. Le diplôme n'est pas donné, mais il est tout à fait envisageable avec un niveau de bac correct d'avoir son diplôme sans aucun problème, à condition de travailler et d'être engagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive à la fin. Alors, j'ai une question de Quentin. Bonjour, aborde-t-on la thérapie viscérale dans le programme des études? Très clairement, non, Quentin.
L'approche qui est enseignée à l'IFEC est une approche qui est vraiment musculo-squelettique, et les soins prodigués par nos étudiants sont des soins qui sont basés sur les dernières données scientifiques disponibles. Donc on n'a pas une orientation viscérale ou crânienne, par exemple, si c'est la question. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin du direct. Et je vais vous souhaiter un bon salon et puis nous serons heureux de vous accueillir à l'IFEX lors d'une JPO si vous le souhaitez. Bonne journée. Au revoir.